C'est sur Gueule Afrique Média où vous êtes mieux informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. À la une, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, a convoqué une réunion d'urgence avec les attributaires et les concessionnaires des routes dans les Grands Nord. Cette rencontre vise à discuter des problèmes liés à l'état des routes dans la région. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a condamné hier mardi l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement des fonds publics. Matata Mponyo, qui a dirigé le gouvernement congolais de 2012 à 2016, est accusé d'avoir détourné plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et puis l'administration Trump change de cap en Afrique, excite l'aide humanitaire et les discours de la démocratie. La nouvelle ligne diplomatique américaine se concentre sur les affaires. Objectif: booster la compétitivité des entreprises américaines et contrer l'influence croissante de la Chine sur les continents. Voilà tout pour les titres. Ouvrons ce journal à Beni où le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, a convoqué une réunion d'urgence avec les attributaires et les concessionnaires des routes dans les Grands Nord. Cette rencontre vise à discuter des problèmes liés à l'état des routes dans cette région. Reportage. Pour une bonne gestion participative avec impact en faveur du citoyen ordinaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a échangé sans gants avec les acteurs du secteur des routes d'intérêt national, provincial et des dessertes agricoles à Beni, le 19 mai 2025. Nous sommes rassemblés ici pour parler de nos routes. Nous devons nous rappeler à quoi sert la route pour en parler. C'est au fait l'un des éléments fondamentaux qui caractérise notre niveau de développement. Concessionnaires et attributaires du Grand Nord de la province ont relevé chaque tracas, notamment sur l'accès au contrat, son exécution et le péage route. La réorientation, la réorientation des recettes perçues dans certains axes routiers. Nous devons conscientiser nos équipes de supervision. Nos ingénieurs doivent veiller sur la bonne manière de faire les choses sur le plan maintenance. La société civile s'est réjouie de l'initiative. Je remercie le gouverneur d'avoir initié ce cadre parce que ça nous a permis de nous dire des vérités en face. C'était en tout cas un échange sans tabou, ce qui nous a permis de se décharger, dire tout ce que nous voyons sur différentes routes. Parce que quand le gouvernement vous donne confiance, vous devez à tout prix satisfaire le peuple, parce que vous faites le travail pour le peuple. C'est le conseiller près le gouverneur en charge des infrastructures qui a déroulé les recommandations. Dépolitisation des processus de l'attribution, acquisition et gestion des routes par les attributaires. Mise en place des cadres de concertation permanents et de suivi. Établissement d'une feuille de route des actions principales à mener. Un cadre de concertation permanent pour se faire à la charge du suivi. En parlant toujours des infrastructures, le territoire d'Aru s'est réjoui. Les travaux de réhabilitation de la route stratégique reliant la province de l'Ituri à celle du Haut-Touélé ont officiellement débuté lundi 19 mai dernier. L'entreprise Maïcha Niamungu est en charge de ces projets cruciaux pour la région. Longue de 113 km, la route provinciale numéro 434, située en territoire d'Aru, verra bientôt peau neuve grâce à la réhabilitation qui va connaître cette voie d'importance capitale pour l'Ituri. Les travaux vont s'étendre du rond-point Kamaka passant par Laïbo et Dipi jusqu'à Kitambala et Nzindi. La mise en place de ces projets de 12 mois vient de mettre fin au calvaire des usagers de cette artère. C'est une première fois qu'on apprenne un projet aussi de telle envergure qui passe à travers la chefferie de Kalikobomi. Donc nous sommes très contents par rapport à ces projets que le gouvernement a traité et réalisés. Je veux sincèrement remercier le gouvernement provincial parce que depuis que l'administration a commencé, nous n'avons jamais appris parler de cette route. C'est juste sous état de siège que nous l'apprenons. C'est pourquoi nous voulons remercier toutes les autorités de l'état de siège, à commencer par son Excellence, Monsieur le gouverneur,
militaire. Ça a fait la joie parce que lorsque l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a respecté à sa promesse, et puis aujourd'hui voilà la réalisation concrète sur le terrain tel que le lancement vient de passer. Et puis vous êtes témoin, et si ce n'est que vraiment lui dire félicitations et puis le remercier sincèrement au fond du cœur par rapport à ce qu'il a honoré vraiment sa promesse. Une autre liesse provient du chef de la chefferie des Kaliko-Omi, entité bénéficiaire. Accompagné de l'administrateur adjoint du territoire d'Aro, c'est les conseillers du gouverneur de province en charge des infrastructures, le capitaine Yanoula Alimas, qui a lancé officiellement les débuts des travaux de réhabilitation de cette route provinciale. À la coupure du ruban symbolique pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route qui part du rond-point Kamaka jusqu'en Zizi. Signalant que ces projets s'ajoutent parmi tant d'autres dissimulés dans les 5 territoires financés par l'administration militaire sous la bonne gouvernance du lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni pour la sécurité et le développement de la province. Direction le Congo central où l'exercice maritime Obangam Express 25 a été officiellement clôturé le jeudi 15 mai dernier par l'administrateur du territoire assistant Kindwelo Ndombasi Nicolas, chargé des questions administratives et politiques ad interim. Clôture le jeudi 15 mai 2025 de l'exercice maritime dénommé Obangame Express 25 par l'administrateur du territoire assistant de Mwanda Kindwelo Ndombasi Nicolas, chargé des questions administratives et politiques ad interim. La cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion de la cellule de communication maritime des Bananes, en présence du contre-amiral Bokota Botumbi Raphaël, commandant du 14e groupement naval, du personnel politico-administratif du territoire de Mwanda et des militaires de la force navale. Ces manœuvres maritimes entrent dans le cadre de l'action de l'État en mer dans le but de lutter contre le trafic des êtres humains, le trafic d'armes, de pêche illicite, la pollution maritime, le piratage, la protection des plateformes pétrolières ainsi que le siphonnage. Le commandant du 14e groupement naval a dans son mot de circonstance salué cette initiative de grande envergure et rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort afin de redorer l'image de l'armée congolaise dans tous les secteurs. Mes remerciements les plus différents s'adressent à son Excellence et Monsieur le chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour rendre notre armée performante, et la marine en particulier. Nous devons aussi remercier nos partenaires qui ne cessent de nous donner l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres armées, d'autres marines étrangères, afin que nous ayons cet esprit-là, combattre la nouvelle formule, ce qui fait l'action de l'État en mer. Le compte rendu du déroulement de cet exercice d'Obangame Express 25 a été retracé par le capitaine de frigate diplômé d'état-major Nyongo Mobika Davin, commandant tactique de cette opération aux côtés des fusiliers marins congolais. La force navale, par le biais du 14e groupement naval, était appelée à participer à la manœuvre mission nationale dénommée Obangame Express. C'est un nom camerounais qui signifie la paix, par des opérations conjointes et isolées dans le cadre de la sécurisation de l'espace maritime du golfe de Guinée dans la zone A, regroupant les eaux territoriales de la RDC, de l'Angola ainsi que de la République du Congo. Le but de ces exercices est de permettre aux pays du golfe de Guinée dans la zone A, la RDC fait partie, de sécuriser leurs espaces maritimes contre les activités subversives. L'objectif de cet exercice est de créer une coordination dans le cadre de la mutualisation des forces dans les manœuvres conjointes. Rappelons que ces activités organisées par les partenaires américains se sont déroulées sur les larges des Pointe-Noire, des Cabinda, des Soyo et des Bananes du 10 au 15 mai 2025 avec la participation de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et de l'Angola. Justice à présent. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a condamné mardi l'opposant et ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo,
Augustin Matata Mpogno à 10 ans des travaux forcés pour détournement des fonds publics. Matata Mpogno, qui a dirigé les gouvernements congolais de 2012 à 2016, est accusé d'avoir détourné plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bou-Kangalonzo situé près de Kinshasa. Reportage. L'ancien premier ministre congolais, Augustin Matata Mpogno, a été reconnu coupable de détournement de fonds publics et condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle. Il est accusé d'avoir détourné plus de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bou-Kangalonzo à la sortie de Kinshasa. La Cour a estimé que Matata Mpogno, Premier ministre entre 2012 et 2016, avait conçu, participé et bénéficié du détournement en validant des paiements surfacturés et des travaux non exécutés. Des autres individus, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler ont également été condamnés à 5 ans de prison pour leur implication dans l'affaire. Ils sont actuellement à l'étranger. La défense de Matata Mpogno a qualifié les jugements de spectaculaires et uniques, dénonçant un procès politique. L'avocat de Matata Mpogno, Maître Laurent Onyemba, a annoncé qu'il pourrait saisir la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité du jugement. Matata Mpogno, qui bénéficie actuellement de l'immunité parlementaire en tant que député national, pourrait être arrêté prochainement. Le parquet général près la Cour constitutionnelle pourrait délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. L'Assemblée nationale avait déjà contesté la poursuite du procès sans que la Cour constitutionnelle ne sollicite la levée de l'immunité de Matata Mpogno. Il reste à savoir si elle s'opposera à son arrestation. Cette affaire éclabousse le gouvernement congolais et soulève des questions sur la lutte contre la corruption dans le pays. Elle est également un symbole des tensions politiques qui existent entre le pouvoir en place et l'opposition. Dans le sillage du Parlement congolais, précisément à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a annoncé que tous les accords ici des différents processus de paix en cours seront examinés par le Parlement avant leur signature. Cette déclaration a été faite lors de la plénière du mardi 20 mai, au cours de laquelle Vital Kamerhe rendait compte aux députés de l'audience qu'il a eue avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la veille. Pour en savoir plus, nous vous proposons ces reportages. Tous les accords de paix en cours seront examinés au Parlement avant leur signature, a affirmé Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Un message fort envoyé aux députés, alors que la RDC est engagée dans plusieurs processus de paix pour mettre fin au conflit qui déchire le pays. Le président de l'Assemblée nationale a fait part aux députés de sa rencontre avec le président Tshisekedi. Une rencontre centrée sur des questions importantes de la nation. Kamerhe a notamment évoqué les 3 processus de paix en cours, les discussions à Doha entre le M23 et le gouvernement, les échanges menés par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo avec la classe politique congolaise et l'accord de paix attendu à Washington entre le Rwanda et la RDC. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a assuré que tous les accords de paix feraient l'objet d'un examen minutieux en plénière. Il a également tenu à rassurer les députés sur l'intégrité territoriale et la protection des ressources minières du pays. La plénière a ensuite examiné les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. Les députés ont approuvé cette prorogation après un vote similaire au Sénat. Le Parlement congolais se positionne donc au cœur des efforts de paix en cours, en assurant un contrôle rigoureux des accords et en soutenant la prorogation de l'état de siège dans les régions touchées par le conflit. Une étape importante pour la recherche d'une solution durable à la crise qui secoue la RDC. La situation sécuritaire en ville de Goma fait toujours parler d'elle. 3 personnes ont été tuées dans la nuit du lundi à mardi à Goma et ses environs, marquant une nouvelle recrudescence de l'insécurité dans la ville. Reportage. La nuit du lundi 19 au mardi 20 mai a été marquée par des vagues de violence à Goma et ses environs, faisant 3 morts.
Augustin Miruho, un habitant du village de Bougamba, a été abattu vers 20h locales par des bandits qui ont fait irruption dans son domicile. Un peu plus tard, dans le quartier Kéchero, le corps d'un homme ligoté et la tête recouverte de sachets a été retrouvé derrière l'hôpital Sebeka. Son identité reste inconnue. En fait, toujours à Kéchero, un présumé cambrioleur a été abattu aux alentours de 20h locales près du lycée à Noirit. Il aurait été impliqué dans des actes de rançonnement. Son complice a réussi à prendre la fuite. Ces meurtres, survenus à l'espace de quelques heures, alimentent l'inquiétude croissante des habitants de Goma quant à la dégradation de la sécurité de la ville. Vous êtes sur Gueule Afrique Média, vous suivez l'édition du journal. Rendons-nous dans la province d'ici d'Kivu où le gouverneur Jean-Jacques Purusi a regagné la ville d'Uvira hier mardi, marquant son retour après 3 mois d'absence. Il était parti de la province suite à la prise de contrôle de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. Le gouverneur Purusi a déclaré avoir reçu des assurances du président de la République concernant une reprise prochaine de Bukavu et du reste de la province d'ici de Kivu. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Bon, d'abord, j'amène un message de paix, de réconfort et de félicitations du fait que la population a résisté à l'agression ennemie orchestrée par les Rwandais et ses supplétifs du M23. J'amène un message du président de la République, chef de l'État, dont je suis le représentant dans la province ici, pour dire que la guerre est quasiment finie. Donc il y a espoir. Batu Bengali sous occupation, qui sache que cette guerre est derrière nous. Et donc félicitations à la population, continuons à résister. Mais tout a eu une fin et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est battu. C'est comme ça que moi-même je suis parti à son invitation en mission de 3 mois pour être à ses côtés, aux côtés du gouvernement, pour sensibiliser les acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux sur les enjeux réels de la guerre, qui sont les acteurs, quelles sont les perspectives de cette guerre et comment y sortir. Donc à Kinshasa et partout ailleurs, la voix du Sud Kivu était entendue et nous sommes ravis que les efforts du président de la République et du gouvernement ont porté. Aujourd'hui, cette guerre est en train d'être derrière nous et merci beaucoup à la population d'Uvira, à la population du Sud Kivu, à la population congolaise en général pour la résistance. On a toujours dit que voilà, le Congo restera indivisible. Et le président Tshisekedi Tshilombo s'est battu pour cela et nous sommes en train de voir maintenant les résultats. Et pour terminer cette édition du journal, l'administration Trump change de cap en Afrique, excite l'aide humanitaire et les discours sur la démocratie. La nouvelle ligne diplomatique américaine se concentre sur les affaires. Objectif, booster la compétitivité des entreprises américaines et contrer l'influence croissante de la Chine sur les continents. L'administration Trump s'engage résolument dans une nouvelle stratégie diplomatique en Afrique, privilégier les affaires, booster la compétitivité des entreprises américaines et renforcer leur présence économique face à l'influence grandissante de la Chine. Cette réorientation, qui place la performance commerciale au cœur de la diplomatie, s'est traduite par une modification des critères d'évaluation des diplomates américains sur les continents. L'investissement commercial est désormais au cœur de l'action extérieure, affirme Christopher Landau, sous-secrétaire d'État américain. Pour lui, la diplomatie doit générer des résultats concrets pour les entreprises et les travailleurs américains. Le département d'État déploie ainsi plus de 1000 agents commerciaux dans ses ambassades à travers le monde, chargés d'accompagner les acteurs économiques dans les échanges avec les États-Unis. Nous sommes une administration prête à faire du business, insiste-t-il. Troy Fitrell, haut responsable au Bureau des affaires africaines, a réaffirmé cette semaine, lors de sa mission en Afrique de l'Ouest, que le continent représente le plus vaste potentiel inexploité au monde. 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, avec un pouvoir d'achat qui pourrait dépasser les 16 milliards de dollars. Pourtant, la réalité reste contrastée.
les exportations américaines vers l'Afrique subsaharienne représentent moins de 1% du commerce total de biens. L'ère est donc au changement. Nous ne considérons plus l'Afrique comme un continent à insister, mais un partenaire à part entière, affirme Troy Fitrel. Le slogan du commerce, pas de l'aide, devient un principe direct. L'objectif, accroître les exportations, favoriser les investissements américains et bâtir une priorité partagée. Cette nouvelle approche se traduit par une nouvelle grille d'évaluation des ambassadeurs qui sont désormais jugés sur leur capacité à soutenir les entreprises américaines et à conclure des accords. Les premiers résultats sont déjà là. 33 contrats signés en 100 jours pour un montant total de 16 milliards de dollars. Un sommet États-Unis-Afrique est prévu à l'automne. Il devra confirmer cette dynamique et ouvrir un nouveau chapitre de coopération économique avec les dirigeants du continent. L'un des endroits où cette offensive économique américaine est visible est la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Pendant que les réunions se multiplient pour un accord de paix dans l'est de la RDC, les États-Unis avancent déjà leurs pions sur le terrain économique, notamment dans les secteurs de minerais stratégiques. Les États-Unis ne cachent pas leurs priorités. La déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda, signée avec leur facilitation, vise aussi à protéger leurs intérêts stratégiques, notamment dans les domaines de minerais critiques. Moins de 20 jours après cette signature, Kim Herringstone, secrétaire adjointe principale par intérim au Bureau des ressources énergétiques du département d'État américain, a insisté le 13 mai à la signature d'une lettre d'intention entre la société minière Trinity Matlas, l'un des leaders rwandais dans la production de minerais 3T, étain, tungstène, tantal et le partenaire américain. L'administration Trump semble bien décidée de faire de l'Afrique un terrain de jeu économique pour les entreprises américaines. Reste à savoir si cette nouvelle approche sera durable et si elle permettra de bâtir une priorité partagée entre les États-Unis et les continents africains. Et voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons complètement à la fin de cette livraison de vos nouvelles sur la télé panafricaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés pour être informés car l'actualité est en continu.